Pourquoi c'était moi? Pourquoi c'était moi? C'est une époque où cette notion même de ce qu'on appelle maintenant du harcèlement scolaire, ce terme il n'existait pas. Moi, j'ai eu une impression inéluctable, en fait. Tout ce que j'ai pas vécu, personne ne va me les rendre, en fait. Les années de lycée avec le groupe de potes, les amours de jeunesse, personne ne me les rendra. Cette peur de se confronter à la nouveauté et de tisser de nouveaux liens, il y aura toujours cette peur-là. Ce que j'ai vraiment gardé en moi, c'est un très fort sentiment de manque de confiance en moi. De ce que je suis, de ce que je vaux. À cause de ça, en fait, j'ai raté le coche d'apprendre à aimer et d'apprendre à être aimée. Et je me dis que maintenant, j'ai trop de retard. On subit une double peine. On se tape un retard social, mais en plus, on est jugé sur ça. Sans le harcèlement, oui, clairement, je serais une personne différente. Ce harcèlement scolaire, s'il n'est pas géré, il va continuer à perdurer dans la vie. Et je le sais par ma propre expérience, que ça a des séquelles des années après. Je m'appelle Nathalie, j'ai 43 ans et je viens donc d'un petit village qui s'appelle Ibenswiller, dans le sud de l'Alsace. Mon enfance ici, elle a été très insouciante, très joyeuse, très nature aussi. Je fréquente l'école primaire dans les années 80. Dans une classe unique jusqu'à mon CM2. On est 4 du même âge, donc on se connaît bien. L'école, c'est quand même quelque chose où je me sens bien. Je me sens bien parce que j'aime apprendre et j'aime apprendre des nouvelles choses aussi. J'aime beaucoup la musique puisque j'ai commencé le piano quand j'étais assez petite, vers 5-6 ans. Et tout ça, c'est quelque chose qui me nourrit. Mon grand frère Christian a 3 ans plus que moi. On fait de la luge ensemble, on fait du vélo ensemble. On est vraiment proches. À l'époque, mon père travaille à l'usine et maman, elle fait le ménage. Ja. Was hast du denn? Bist du Pätzle oder was hast du drin? La particularité, c'est que ma langue maternelle n'est pas le français, mais l'alsacien. J'ai été élevée par mes parents en parlant alsacien, exclusivement. J'ai vraiment pas de mauvais souvenirs de ma vie d'enfant. C'est très sécurisant, c'est simple, c'est vraiment une vie insouciante. Je me souviens de mon arrivée à Ponto, je me souviens que j'avais du mal à me faire des potes, je me souviens d'avoir beaucoup pleuré, parce que j'étais une enfant très sensible qui pleurait énormément. Je pleurais tellement et j'avais tellement de mal à me faire des copains que les instituts, elles ont été un peu alertées, elles ont contacté ma mère, on m'a envoyé faire des tests à l'hôpital, etc., etc. Suite à ça, on veut me faire rentrer en primaire, mais j'ai 4 ans. J'ai les capacités intellectuelles d'y aller, j'ai pas les capacités émotionnelles et sociales d'y aller. D'après mon instinct, en tout cas, d'après ma mère aussi. Déborah, Clémence, je me souviens de ça, Alexis, Steven,
Amélie, Maxime, Célia ou Sarah? Célia, je crois. Et ça, c'est en CP. Ça, c'était l'année 98-99. Et tu vois, beaucoup de changements. Laurine mûrit et s'épanouit. Et oui. Moi, je m'étais bien rendu compte que Laurine était une petite fille très curieuse, qui posait beaucoup de questions, qui avait envie de comprendre le pourquoi. On m'a dit, elle a 2 ans et demi d'avance. J'étais au bord de la crise d'angoisse, je me souviens de cette photo. J'ai dû faire une crise d'angoisse juste avant ou juste après. Ah bon? C'est l'année CE2, CE2. C'est l'année où moi j'ai été malade et le début des crises d'angoisse. Le début aussi de réflexions malveillantes dans la cour, en lui disant que sa maman allait mourir. La personnalité de Laurine hypersensible, je pense que les enfants harceleurs le détectent. Puis plutôt petite, maigrichonne, donc oui, elle avait tout à fait le profil de la proie facile. Et en plus, qui ne disait rien. Ça a été crescendo. En 1991, je passe de mon petit environnement cocon familial, village, pour aller au collège. Je me rendais compte que c'était gênant d'être celle qui veut savoir, qui répond, qui parle avec un accent alsacien très prononcé. Peut-être que l'autre aspect, c'est aussi qu'avant d'entrer véritablement dans l'adolescence, j'étais un peu grassouillette. Et surtout, j'avais beaucoup d'acné. Les premières moqueries ont vraiment commencé sur ça, je pense. Ça commence vraiment de manière comme ça, insidieuse, et puis après, c'est les surnoms autour de ça, quoi. La calculette, la calculatrice, enfin, des choses comme ça. Et puis le regard. Parfois, c'est même pas juste les mots, parfois, c'est juste un regard, le regard un peu comme ça, condescendant, méprisant, du genre... Ou moi, juste le bec, quoi. Enfin, c'est l'idée que, en fait, t'es repoussante, en fait. T'es pleine de boutons, t'es repoussante, t'es moche, en fait. Il y a ceux qui mènent et il y a ceux qui suivent derrière. Et donc, même des gens que je connaissais d'avant, qui n'avaient pas de problème avec moi, se lancent dans la brèche. Dès la petite enfance, si on entend parler à la maternelle, cela s'est passé, on va dire, convenablement, même si j'ai quand même connu à cette époque les premières marques de discrimination. Même si on n'était pas au courant à cette époque-là que j'avais un handicap, j'avais du mal à réaliser les mêmes productions que les autres, notamment les dessins, forcément avec une dyspraxie. La dyspraxie est un trouble neurodéveloppemental. J'ai des difficultés notamment à écrire, à exécuter des mouvements nécessitant complexes d'un point de vue physique. Je me fatigue très vite. Je suis quelqu'un qui pleurait beaucoup en primaire. Très sensible, je dirais même fantasque, qui avait tendance à se réfugier dans l'imaginaire. L'entrée à 6e a été très difficile pour moi. Je me souviens que j'avais pleuré dès le premier jour de la rentrée. Et que mon harcèlement avait commencé, ouais, peu de temps après. Quand je rentre au collège, les garçons étaient vachement plus enquiquinants, physiquement. C'est-à-dire qu'on pouvait être en classe de musique et j'allais avoir 4-5 types qui allaient me faire comme ça sur l'épaule pendant tout le cours, en fait, ce qui est extrêmement chiant. Et j'avais beau les envoyer chier, enfin, il se passait rien. Ce qu'on faisait, c'est que certaines personnes me prenaient mon sac, avec leur parfois, et même jusqu'en 4e, où j'avais pourtant mon ordinateur d'aménagement, et le jetaient en l'air, etc. Me le prenaient, couraient, pour histoire de me mettre en déroute, en me disant « ouais, t'es nul,
t'es une grosse merde, t'es pas capable de courir aussi vite que nous. Pourquoi t'es moche? Voilà, ça, que j'étais moche, que personne s'intéresserait à moi, que j'étais trop moche. C'était beaucoup les filles, ça, beaucoup plus les filles que les garçons. Les toilettes, c'était des toilettes, les uns à côté des autres, mais en fait, les murs, ils n'allaient pas jusqu'au plafond. Donc, en fait, ils allaient sur la cuvette d'à côté, ils te balançaient des trucs. Ou ils continuaient, en fait, à t'insulter, à se moquer de toi, à dire... Enfin, tu peux même pas aller aux toilettes tranquillement, quoi. Ce qui me revient, c'est notamment les scènes de vestiaire, où il y a des humiliations, où on doit forcément se déshabiller, on insulte sur le physique, ah, il est trop gras. Au regard de ce physique de Tarlouse, par exemple, ce genre de choses. Ça va jusqu'à de l'intimidation, c'est-à-dire ça va jusqu'à soit avec des brimades physiques, comme des tapes dans la tête ou sur le corps. Moi, j'étais très naïve, très immature. Et ils m'ont demandé, ouais, t'es déjà sortie avec un garçon et tout. Moi, j'ai dit, bah oui, c'est pas le problème. Bah, avec qui? Bah, je sais pas, avec mon père, mon frère, dehors. Enfin, pour moi, sortir avec un garçon, c'était sortir dehors avec un garçon. Enfin, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils m'en parlaient avec un air gloussant. Et là, ils ont commencé à dire des trucs comme quoi je venais d'une famille incestueuse. Ouais, ton père, il encule ta mère dans la baignoire. Enfin, des trucs comme ça. Hyper violents. Pour moi, le pire, l'apothéose, c'est vraiment quand je suis en 6e. J'attends devant le collège et je sais pas pourquoi, ils viennent et ils m'encerclent en fait. Les mecs viennent m'encercler. Il y a même des mecs qui sont même pas dans ma classe que je ne connais pas en fait. Je sais pas qui sont ces garçons. Et ils commencent à me pousser, à me cahuter. Ils me lancent des malabars ou des carambars mâchés dessus. Et ils me redisent des choses horribles sur mes parents, qui ont des rapports sexuels dans la baignoire, machin, nanana. Ils me poussent, ils me bousculent. Et j'avais ma seule copine, Déborah, qui était là, qui ne réagit pas. Je suis terrorisée, je suis là, et je suis tellement terrorisée que je vais voir une fille qui faisait du théâtre avec moi et je lui demande, ouais, excuse-moi, est-ce que je peux venir avec vous en fait, parce que je suis toute seule. Et j'ai peur. Je ne dis pas que j'ai peur, mais le fond c'est ça, c'est j'ai peur en fait. Je suis toute seule et j'ai peur. À la suite de ça, papa, il a commencé à m'emmener plus régulièrement au collège parce que j'avais la trouille d'aller au collège toute seule à pied. Ouais, donc pendant une période, du coup, il m'emmenait dès que possible au collège le midi. Il venait me chercher et il m'emmenait le midi. Et il me semble que j'en avais parlé. Et qu'on m'avait dit on m'avait dit que c'était à l'extérieur du collège. Et que du coup, Enfin, c'était juste devant la grille, quoi. Genre, il y avait les surveillants à la grille. Oui, même le surveillant de l'autre côté de la grille, il n'avait pas à intervenir. En tant que CPE, il n'a même pas eu conscience du mal que ça a pu faire. Probablement pas. Non. Même moi, je me dis... à la limite, c'était presque de ma faute, indirectement, parce que tu étais trop dans du coton. Voilà. Il fallait s'affirmer, il fallait leur répondre, qu'il fallait... mais eux, ils faisaient rien à leur niveau, quoi. Et je me rappelle un jour, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, j'ai envie d'aller derrière dans le bus. Ouais, je suis trop contente, je me mets derrière, j'adore être derrière dans le bus, je ne pouvais jamais y être. Et puis, il y a un arrêt, voilà, où ça se passe pas comme il faudrait. Dans le sens où il y en a un qui rentre et qui est pas content, parce qu'il est plus âgé que moi, et qu'il estime que c'est sa place, c'est pas la mienne. Et donc, il se met sur le fauteuil devant moi. Et il commence à m'insulter. Et puis, je bouge pas. Je lui dis non, je bouge pas. Je reste là, je ne bouge pas. Et là, il commence à me filer des baffes. 1, 2, 3, je sais pas combien. Mais dans le rire, en déconnant. Pour lui, c'était de la rigolade, en fait. C'était pas fort, c'était même pas... Même si, quelque part, moi, je sens la brûlure encore, quelque part, parce que c'est de la violence physique, mais aussi psychologique.
Parce qu'ils voulaient la place dans le bus, quoi. Mais moi, on pouvait... En fait, il y avait 5 places. Pourquoi c'était moi? Pourquoi c'était moi? Et tout le monde était autour. J'étais pas seule en bus, on n'était pas 2. Et c'est comme ça sur tout le trajet. Mais je lâche pas. Je reste à ma place. Je pleure. Mais je ne bouge pas. Sur le coup, je me pose même pas la question, mais pourquoi les autres me défendent pas? Pourquoi autour, personne dit c'est pas normal, en fait? Mais parce que, entre-temps, j'ai été paramétrée pour trouver ça normal. Je me souviens que j'étais traité comme une sorte de pestiféré. Et les gens en fait pensaient que la dyspraxie était une maladie. Un peu comme si j'étais très sale. J'ai été victime d'une rumeur qui m'a suivi pendant toute ma scolarité au collège. J'étais amoureux d'une fille, ce qui n'était pas le cas. J'ai été très marqué par tous ces mecs qui disaient « Ouais, forcément, tu as un crush ». Comme si, pour être un vrai mec, il fallait sortir avec toutes les nanas, coucher avec. Surtout qu'à notre époque, avec la démocratisation d'Internet, on a été très exposé à la pornographie. D'ailleurs, j'ai été aussi harcelé à ce sujet parce qu'on m'a prêté une consommation que je n'avais pas. Dans les discussions, on était obligé de se vanter, par exemple, d'être allé sur des sites porno pour paraître comme des hommes. On m'a fait un portrait qui n'était pas le mien. Ça m'a tissé toute une réputation de pervers, etc. Ça m'a traumatisé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens pas capable encore d'avoir un lien d'amour avec le genre opposé. Il y a vraiment énormément de colère. Les adultes n'ont pas cherché à aller plus loin, à analyser ces mécanismes, à essayer de les comprendre. Pour eux, c'était des histoires entre gamins. À partir de là, ça va être de la survie et aussi un certain renoncement moral. Je vais entrer dans le jeu de mes harceleurs, me faire moi-même aussi un petit peu harceleur, me faire, pas un petit peu, c'est l'euphémisme, mais me faire moi-même harceleur, à participer aux moqueries, aux brimades, voire aux brimades physiques et verbales vis-à-vis d'autres camarades, parce que je pensais que quand je faisais cela, ce n'était pas mon tour. C'était très lâche et égoïste. Et j'ai du mal à me pardonner encore. Moi, j'ai à peu près tout essayé. Moi, j'ai essayé de rigoler avec eux, de moi-même. J'ai essayé l'autodérision. J'ai essayé de ne pas répondre. J'ai essayé de les envoyer chier. J'ai essayé la répartie. J'ai essayé plein de choses, mais les gens ne te lâchent pas. Je savais pas comment me comporter non plus socialement, parce que j'avais l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, j'allais me prendre une remarque, j'allais me prendre quelque chose. Et je ne savais pas quoi faire, en fait, pour qu'on me foute la paix. J'arrête tout, en fait. Je veux plus qu'on me voie, en fait. Je veux qu'on me laisse tranquille. Quand j'arrive au lycée, je suis une vraie sauvage. Je ne veux parler à personne. Je bâtis une espèce de muraille autour de moi qui est absolument impénétrable. Je pouvais me mettre des gifs devant le miroir parce que je me trouvais vraiment pas jolie. C'était horrible pour moi, en fait. Je voulais pas voir ça. L'opération, la mâchoire, c'était en 2018. Elle avait donc 23.
faut l'accepter, hein, de changer de visage. Quand je me suis fait opérer de la mâchoire, pour moi, c'était ma chance. C'était l'occasion de rattraper des années où personne m'avait aimé, où j'avais pas trouvé de copains, où j'avais galéré à me faire des amis, que je pourrais plaire à quelqu'un, que je rencontrerais l'amour, je sais pas, genre, je me suis fait tout un tas de films dans ma tête. Je pense que ça a été une accumulation de tout un tas de choses. Et l'intervention, je pense qu'elle a lâché prise, quoi. Elle pouvait plus. Elle n'arrivait plus à faire face. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je me suis fait énormément de mal. J'ai fait une grosse dépression, j'ai eu des idées noires et tout. Enfin, ça a été un cauchemar. J'ai été sous traitement antidépresseur pendant 4 ans. Je les ai arrêtés il y a pas longtemps, là. Moi, je fantasmais un truc, je me disais, je sais pas, que passé la vingtaine, on me donnait une personne hyper confiante, hyper sûre d'elle. Sauf que pas du tout. Enfin, si, pas du tout. Exagérons pas. J'ai dépassé certaines choses, mais il y en a que j'ai pas dépassé. Donc, c'est. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? La tristesse, peut-être plutôt. Pourquoi? Le temps perdu. T'as l'impression d'avoir perdu le temps. Ouais, du temps perdu qui se rattrape pas. Moi, j'ai eu une impression d'inéluctable, en fait. Je me dis, là, j'ai 29 ans. Tout ce que j'ai pas vécu, personne ne va me les rendre, en fait. Les années de lycée avec le groupe de potes, les amours de jeunesse, personne ne me les rendra. Donc, c'est ça qui est difficile à accepter, c'est d'essayer, moi, de me convaincre que c'est pas inéluctable, alors que pour moi, ça l'est. Je me dis qu'en fait, c'est trop tard, que à cause de ça, en fait, j'ai raté ma chance. Enfin, j'ai raté le coche. J'ai raté le coche de me faire des potes, de savoir comment se faire des potes. J'ai raté le coche d'apprendre à aimer et d'apprendre à être aimé. Et je me dis que maintenant, j'ai trop de retard, en fait. J'ai trop de retard, j'ai trop de failles et c'est compliqué de rééduquer ça à 29 ans. C'est compliqué. Et je me dis même avec la meilleure volonté du monde, les gens n'ont pas de temps à perdre, en fait, avec une personne qui n'a pas appris, en fait, les codes à l'adolescence comme tout le monde. Je passe en seconde, et bien tout retombe. J'ai été dispensé de cours de sport pour toute ma scolarité de lycée, ce qui a enlevé du coup un environnement risque pour le harcèlement dans mon cas. Plus aucun de mes harceleurs me mentionne, malgré que les séquelles, elles, perdurent. C'est en terminale que ça va lâcher. Je pense qu'il y a plusieurs explications. Déjà, le fait que mes harceleurs ne se soient jamais excusés, que je ne pouvais ni en parler trop en famille, ni avec du personnel d'éducation, ni avec mes camarades, que la pression scolaire aussi avait augmenté au point que j'avais peur que si je perdais mes résultats, j'allais me refaire harceler, me refaire discriminer, me faire définitivement exclure en tant que handicapé, le dyspraxique. La charge anxieuse est devenue telle que j'ai fini aux urgences psychiatriques. Quand je rencontre Samuel, il est dans un état dépressif. Il y avait vraiment la présence d'une mémoire traumatique directement liée à ce qu'il avait pu subir quand il était à l'école. Et ça avait perduré en plus sur plusieurs années. Il y avait beaucoup de honte, il y avait beaucoup de colère, de la culpabilité. C'était un mélange de plein d'émotions pénibles qui venaient un peu sans arrêt se rejouer, y compris aussi dans la relation thérapeutique. Bonjour Samuel. Je m'en souviens d'exercices qu'on m'avait fait faire, notamment la lettre où j'écris à mes harceleurs. Ça a été... Ou quand vous me demandiez
de refaire la chronologie de mon harcèlement. On n'avait fait que les années collège. Ça avait été, je m'en souviens, ça a été très laborieux. Il a fallu des fois que vous insistiez pour que je fasse les exercices, etc. C'était très compliqué des fois d'obtenir mon consentement, et c'était des fois pas contre moi, parce que des fois je procrastinais, parce qu'en fait au moment de faire l'exercice c'était tellement anxieux, en fait ça me tournait dans la tête dans la journée et je faisais pas. Et c'est très compliqué dans le processus de reconstruction. En tout cas, il y a toujours eu un côté chez toi très combatif. Et ça, on le ressent dans ta manière d'en parler, cette envie quand même d'avancer, malgré les adversités, malgré toutes les difficultés qu'il y a pu avoir. Moi, j'ai souvenir d'un Samuel aussi qui avait une estime de lui-même qui était très abîmée à l'époque. Aujourd'hui, tu dirais que ça a évolué comment, ça ? Ma confiance en moi est toujours un peu en miettes, et je pense qu'elle restera encore un bout de temps. Ma confiance envers les autres s'est améliorée, mais il y a toujours une certaine défiance, notamment en fonction de certains contextes, liés à mon passé de harcèlement scolaire, que j'ai travaillé avec vous. Il y a toujours cet effet de décalage, qui retarde encore un peu ma reconstruction. Après, pour ce qui est de l'émotion qui domine, c'est quand même beaucoup de colère et de frustration. J'ai l'impression qu'on m'a privé de tisser des liens, d'être normal, de choisir mes activités, de profiter pleinement de la vie. Ok, il y a toujours ce sentiment de préjudice là qui quand même alimente la colère encore. Aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à te projeter dans l'avenir ? Comment tu vois la suite ? Quand on a été harcelé, on a l'impression qu'on nous a pris non seulement notre dignité, mais notre capacité à vivre notre vie, prendre nos choix et vivre notre rythme. Et ça, je voudrais le trouver en tant qu'adulte, mais c'est très compliqué. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression, vis-à-vis de l'avenir, que je suis bloqué. Et ça a forcément des liens avec mon vécu, rétroactivement, que je pense qu'avec mon vécu du harcèlement, plus d'autres facteurs, comme le contexte, etc. Ok. En ayant toujours des exigences quand même assez fortes aussi, assez élevées vis-à-vis de toi-même, ce qui fait aussi tes qualités et tes points forts. Mais je pense que parfois, ça peut aussi être parfois un point un peu écrasant, un peu dur à porter, d'avoir un peu toutes ces règles et tout. Je ne pense pas que j'atteindrai une forme de sérénité dans l'immédiat. Parce que je vis toujours dans le même quartier avec tous les souvenirs associés. Quand je prends le tram, je repasse devant le collège. Ça reste quand même associé à ma déchéance mentale et physique. C'est vrai que c'est pas évident même de le dire. J'ai été en hôpital psychiatrique. Mes parents étaient beaucoup plus alertes sur mon grand frère. Ils avaient peur pour sa réussite scolaire parce que ça se passait pas comme prévu, que c'était compliqué. C'est aussi parce que je voyais que mon frère subissait beaucoup de moqueries depuis longtemps que je n'en ai jamais moins parlé. Moi, je savais que ça allait pas bien pour toi. Toi, tu en parlais quand même un petit peu. Oui, j'en parlais un petit peu, mais dans un collège, après, c'est un autre monde, et puis c'est pas la même... les autres élèves étaient plus agressifs, plus insolents, violents, et même très violents. T'as gardé des choses en toi qui te poursuivent encore aujourd'hui ? C'est ce qui marque le plus, c'est d'être rejeté. Ouais, c'est ça. Mais ouais, cette peur d'être rejeté, de pas être aimé, de pas être apprécié, de... Oui, d'être rejeté. Bon, j'étais... Maintenant encore, hein. Bon, après, maintenant, ça va mieux, c'est sûr. Mais c'est pas encore... c'est pas au top, hein. Ouais. Bon, ça m'arrive d'être en colère encore maintenant, hein, parfois. Hein. Ouais, je sais. Pour moi, le marqueur le plus important, ce que j'ai vraiment gardé en moi, c'est un très fort sentiment de manque de confiance en moi. Je ne supportais pas le regard trop longtemps sur moi. C'est quelque chose qui m'est vraiment resté. Je me suis refusée pendant longtemps à me mettre en maillot de bain, aller à la piscine, à côtoyer des gens que je connaissais.
Et donc, ouais, le rapport à mon propre corps est extrêmement compliqué. Je le rejetais, en fait, vraiment. Entre 20 et 30 ans, pour moi, c'était une catastrophe aussi. Je me sentais rejeté. J'avais très peu d'amis. Et j'étais pas heureux. Le sport me permet de reprendre confiance en moi, d'être bien et d'oublier un peu ma solitude aussi. Je pense qu'il a longtemps tâtonné jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen pour lui de faire sortir tout ça. Finalement, peut-être qu'on se reconstruit chacun un peu de notre côté, mais de manière différente. Maintenant que j'ai ménagé à Montpellier, j'ai besoin d'un suivi psycho parce que je suis nulle en relations sociales, parce que voilà, j'ai plein de blocages. Avec mes amis, j'essaie de progresser, j'ai progressé un peu, j'y arrive un peu mieux. Mais au niveau des relations amoureuses, c'est une catastrophe. Je me dis que si cette personne se rend compte que j'ai des sentiments pour elle, elle va avoir honte, elle va être dégoûtée, parce que c'est dégoûtant d'être aimée par moi. J'ai énormément de mal à exprimer mes sentiments, mon amour, des choses comme ça. Et c'est bien d'en parler avec un psychologue. J'aurais probablement besoin d'être accompagnée toute ma vie ou pas loin, parce que ça fait partie de ce que je suis. Moi, je suis très fière d'elle dans la mesure où, malgré tout, 9 ans d'études de médecine, elle a réussi à avoir un parcours quand même exemplaire. Mais le harcèlement a abîmé, a écorché sa personnalité. Une petite fille qui était très sensible, très émotive. Oui, on ne l'a pas épargnée. On l'a pas épargnée. Je trouve ça injuste. Laurine a eu un suivi avec une psychiatre. Elle voit une psychologue, donc ça demande quand même des frais, du temps, et tout ça, ça aurait pu être évité. Et c'est là-dessus qu'il faut que l'institution prenne conscience que le harcèlement de tout petit fera un adulte abîmé, fragile. Et pour se reconstruire, c'est long, c'est long, c'est long. Partir de chez mes parents et m'installer à Strasbourg, ça permet un petit peu de reconstruire ma vie. C'est vrai que, autant on dit souvent, les mamans, y a beaucoup de choses qui se passent dans leur tête, avant, après, pendant. Pour moi, ça a été un choc émotionnel très fort, c'est très puissant. C'est une étape importante pour surmonter tout ce qui a été un petit peu cassé, brisé, et qu'on essaie de reconstruire au fur et à mesure. Mon fils aujourd'hui a 13 ans, et pour moi, ça a toujours été très important d'être dans le dialogue avec lui. Il sait qu'il peut tout me dire. J'espère justement que ce qui m'est arrivé ne lui arrivera pas.
Ce serait pour moi avoir failli à mon rôle de maman, très clairement. En parler maintenant avec d'autres adultes, je me rends compte que souvent il y a de la gêne qui s'installe. Ou alors, mais pourquoi tu veux remuer ça? En fait, quand tu m'avais fait le petit message, d'abord je me suis dit, c'est bizarre parce que, tu vois, Nathalie, elle a bien réussi ses études, tout va bien dans sa vie, elle a une bonne vie professionnelle, enfin, pourquoi elle revient là-dessus, tu vois? Voilà, j'aurais jamais pensé que ça t'avait atteint autant que ça, quoi. Je me suis remise, moi, en question, parce que si mince, c'est vrai qu'il y a peut-être des fois où j'aurais dû réagir, où j'aurais dû être plus en soutien vis-à-vis de toi, quoi. Ouais. Mais Et ça, je le regrette, en fait, mais maintenant. Je te l'ai dit, je veux dire, je t'en veux pas, en fait. Nous, on n'avait pas les clés qu'ont, par exemple, nos enfants. Pas du harcèlement, enfin, nos enfants, on leur donne des clés, donc peut-être qu'avec ces clés-là, ils arrivent peut-être davantage à réagir, encore que c'est pas toujours facile. Il faut que les gens puissent comprendre que c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux et tout de suite, pour éviter toutes les conséquences désastreuses que ça peut avoir par après sur la construction d'un adolescent et d'un adulte en devenir, quoi. Oui. On voit bien que ça reste longtemps, que ça te marque longtemps, quoi. C'est ça. Donc, probablement même à vie, parce que si 30 ans après, ça te marque encore... Quand on rentre dans une nouvelle institution, comme ça a été le cas pour moi, le lycée puis la fac, on a peur de tomber sur les mauvaises personnes, des personnes qui vont nous mettre sur emprise, qui vont nous faire du mal. On a parfois l'impression qu'on nous rit derrière le dos. On a l'impression que le moindre soupir est une moquerie. Là, on revient à notre effet à long terme du harcèlement scolaire. C'est que notre vie sociale s'atrophie. On ne peut pas aller aussi vite qu'on ne le voudrait parce qu'on a trop peur de nouer des liens avec les autres, de se refaire opprimer, de tomber sur des environnements malsains. J'ai tenté moi-même d'intégrer une association étudiante, mais je n'y vais plus parce que c'est dur, ça me stresse beaucoup. Moi, j'ai tenté avec l'association des étudiants japonais, Oyashima, mais le problème, c'est que, en fait, je ne l'ai pas fait pour moi. Et je n'ai pas pris en compte mes besoins à ce moment-là au niveau du trouble anxieux, etc. C'était encore trop une charge anxieuse. J'avais encore trop peur. En fait, je l'ai fait pour dire, par exemple, à mes parents, voilà, je retisse du lien social, je me dépasse, etc. Mais j'étais un peu... Je me suis précipité, quoi. Tu vois ? Mais des fois, il faut que tu fasses les choses pour toi et pas pour les autres. Depuis la M1, je trouve que tu es quand même beaucoup plus affirmé, tu viens quand même plus vers nous. Et je pense qu'ici, il faut que quelqu'un puisse te le dire, quelqu'un d'extérieur. Parce que peut-être dans ta tête, des fois, tu te dis « j'ai peut-être pas assez avancé, j'ai peut-être pas assez évolué, j'aurais peut-être fait plus ». Rends-toi compte de toutes les avancées que tu as pu faire. C'est de te dire « c'est quelque chose qui fait partie de moi, qui m'a fait devenir la personne que je suis maintenant ». En fait, j'envisage toujours le... En fait, je me suis tellement habitué à me faire des films, à anticiper le pire, que je le vois. Quand on a été harcelé, les relations d'amitié et d'amour deviennent beaucoup plus fatigantes. On va être très exigeant avec les autres, on va avoir des attentes, parce qu'on veut recevoir l'amour et la compassion qu'on n'a pas eu. Allô, bonjour. Allô. Aujourd'hui, être prof pour moi, c'est quelque part c'est presque une évidence. Je ne voyais pas quoi faire d'autre. J'aime être dans ma salle de classe, j'aime être avec les élèves, j'aime ce contact-là. Là où il faut faire très attention, c'est bien entendu identité. L'école n'est pas responsable de mon harcèlement. Donc en fait, pour moi, il n'y avait pas de souci à ce que je devienne enseignante. La seule différence, c'est que je ne pouvais pas le concevoir devant des collégiens. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que
Nicht alle beschweren. Alors, c'est pas des choses que j'ai l'habitude d'aborder avec les élèves et encore moins avec mes élèves. Donc c'est vrai, parler des questions de harcèlement quand soi-même finalement on a vécu cette période-là, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment vous percevez aujourd'hui cette question du harcèlement scolaire. Quelle est votre opinion en fait? On nous le rappelle tout le temps, on a plein d'interventions et tout. Mais en tant qu'élève, on le ressent pas forcément beaucoup, quoi. Enfin, personnellement, j'en ai pas forcément vu ou remarqué plus que ça. Alors que j'ai l'impression que tous les ans, on a des interventions et... Ouais. C'est-à-dire que toi, en tant qu'élève au collège, ou même là, maintenant, au lycée, tu n'as pas l'impression d'y être confronté ou tu ne sais pas véritablement entre la théorie et la pratique où est le harcèlement. Oui, la limite entre les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Titouan? Eh bah oui, le harcèlement, ça prend plein de formes différentes. Et quand on dit qu'on n'en voit aucun, enfin... Il est là, mais on va pas forcément voir. Et c'est après qu'on va se rendre compte qu'en fait, il a toujours été là, juste on ne le voyait pas. D'accord. Donc en fait, vous pensez qu'il y a quand même un problème de visibilité et de clarté par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le harcèlement peut laisser des traces? Je pense qu'il y a des personnes, des fois, elles peuvent se remettre elles-mêmes en question, se dire que c'est de ma faute si c'est moi qui suis harcelée. Et oui, donc je pense que déjà, ça peut nous blesser dans notre propre amour-propre et c'est la pire chose, en fait. Ouais. Et le cyberharcèlement dans tout ça? Parce que moi, de mon époque, ça n'existait pas. En fait, on dit toujours le cyberharcèlement, c'est dans un groupe de classe, il va se faire insulter, mais c'est pas forcément comme ça. Ça peut aussi juste être, il va demander à être dans ce groupe de classe et il va juste jamais y être. On va lui dire, non, tu mérites pas d'être dans le groupe de classe, en fait, tu fais pas partie de la classe. Enfin, t'es là, mais on ne te considère pas comme un camarade. Exactement. Le cyberharcèlement, c'est aussi oublier que la personne existe d'un point de vue virtuel, quelque part, hein. Il y a cette forme-là de déni de la personne, de l'existence de la personne, qui est parfois bien pire que des mots. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Ces dernières années, il y a quand même de gros efforts qui ont été faits, on ne peut pas le nier, hein, sur la question du harcèlement à l'école. Des informations dès l'école primaire. J'ai vu ça en décalage avec mon fils parce que je ne m'y suis jamais directement impliquée, parce que pour moi, en fait, m'impliquer là-dedans, ça voudrait dire qu'il faudrait ouvertement que j'en parle. Ça touche quand même ma vie personnelle, voilà. C'est compliqué encore. Il y a des choses qui sont vraiment faites, hein. Les projets phares fonctionnent bien. C'est le programme de lutte officielle qui a été mis en place par l'Éducation nationale. Mais ça va prendre du temps. Et il reste toujours la question des réseaux sociaux. C'est la limite, hein, de tout ce qui peut être mis en place. Alors, on a reçu les affiches de la part de vos camarades pour participer au concours non-harcèlement au collège. Laquelle vous touche le plus et pourquoi? Je peux commencer? Oui. Moi, je trouve qu'elle est touchante plus que les autres, je trouve. Un simple « aide-moi, je n'en peux plus, s'il vous plaît ». Pour certains, ça peut les sortir du harcèlement. Aidez-moi, je n'en peux plus, s'il vous plaît. C'est comme si t'étais sur le point de mourir et que tu dis « s'il vous plaît, ne me laissez pas tomber, aidez-moi, je veux pas mourir ». Ça vient directement dans le cœur, enfin, ça te fait mal. Et voilà, c'est surtout cette phrase qui, moi, m'a vraiment qui m'a vraiment marqué. Moi, je pense que c'est horrible. C'est comme s'il y avait personne qui te supportait et il y a plein de personnes qui te jugent et ça a aussi des impacts sur la santé. Est-ce que vous trouvez que les écrans ont beaucoup d'impact aussi sur ces situations de harcèlement aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Dès que tu sors une vidéo et les gens ne t'aiment pas, ils vont essayer de te faire comprendre que t'es nul, ne reviens plus jamais ici, t'as rien à faire ici. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a plus de harcèlement sur les réseaux que en direct, enfin
dans la vraie vie, si je peux dire comme ça. Moi, il y a un élève qui est venu me voir de ma classe. Il sait du coup que je suis ambassadrice. Et il m'a dit, quand je viens à l'école, j'ai la boule au ventre parce que tous les jours, il reçoit des insultes. Pas forcément par téléphone, mais il reçoit des insultes dans la cour. Et dans la cour, il a des problèmes avec des gens. Et du coup, on lui a dit qu'on était là s'il avait besoin. Donc déjà, c'était important d'apporter du soutien, en fait. Ça, déjà, ça joue beaucoup. Et c'est aussi votre rôle en grande partie en tant qu'ambassadeur et ambassadrice, oui. Des fois, ils viennent voir les ambassadeurs parce que les parents, c'est un peu en mode je m'en fous, quoi. Enfin... En fait, c'est aussi, comme vous l'avez dit, qui joue beaucoup. C'est en fait le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui va toujours t'aider, qui est toujours là derrière toi pour te soulever d'une période dure, difficile à surmonter. C'est vrai dans ce que vous avez dit. Et dans ces affiches aussi, il y a des choses qui me parlent. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Et il y a des choses, en fait, que moi, il y a 30 ans, voilà, j'ai vécu aussi. Et je trouve votre rôle très important et très courageux. Et c'est quelque chose qui, moi, à mon époque, n'existait absolument pas. Et en fait, on se retrouvait tout seul pendant très, 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 très longtemps. Le programme phare, c'est vrai que m'y impliquer moi, alors que je n'ai pas de position neutre sur la question, je ne sais pas si c'est la meilleure solution ou pas. Le rôle des ambassadeurs, c'est d'être ces veilleurs qui vont faire en sorte de pouvoir repérer des situations, apporter du soutien, en parler à des adultes, sans qu'ils aient à régler eux-mêmes la situation, bien sûr. C'est une charge trop lourde voilà, à leur âge. c'est sûr. Et on les a formés à ça, en fait, et à savoir aussi quelles sont leurs limites en tant qu'ambassadeurs. Et bon, ce qui est beau à voir, effectivement, c'est qu'ils prennent leur rôle très à cœur et qu'ils ont beaucoup de maturité là-dessus. Ouais. Ils sont impressionnants pour leur âge. Ce qu'on crée avec les ambassadeurs, c'est que on va créer un effet de groupe inverse. En fait, on essaye d'inverser un peu le rapport de force et de montrer qu'il peut y avoir une réponse qui est organisée, qui est vraiment prévue, qui est anticipée et qui est un peu collective. Et à partir du moment où en fait, on n'est pas seul dans une situation à subir quelque chose, la vie elle est quand même plus facile. Petit à petit, ça fait du chemin. Ça veut dire le dispositif, il fait du chemin dans l'évolution des mentalités. La question qui était plutôt à se poser, est-ce que moi je m'inscris là-dedans ou pas ? Je ferais peut-être un test pour voir. Mais parce que maintenant ça remonte, et puis voilà. Mais ça peut être à la fois une force, parce qu'on ressent les choses, mais ça peut aussi être un petit peu délicat. Voilà. En fait, il faut être blindé tout simplement. Il faut pouvoir émotionnellement gérer la parole. Pardonner, machin, etc. Non, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie de pardonner. J'ai envie d'être en colère, ça me fait du bien. De toute façon, ça impacte pas ces gens-là. Ces gens-là, de toute façon, ils s'en foutent. Ils ont vécu leur vie, ils savent même plus qui je suis. Mais je pense que c'est des gens qui n'allaient pas bien, qui devaient souffrir eux aussi, mais moi j'y suis pour rien en fait. J'y suis pour rien, moi, s'ils étaient pas bien dans leur peau. Non, je vois pas pourquoi est-ce que j'arrêterais d'être en colère. Moi, je veux juste une famille, en fait. Je voudrais un mari, des enfants, une maison, un chien, genre vraiment... Voilà, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que j'espère réussir à faire un jour. Je suis resté une personne très fantasque, très onirique, parce que c'est mon seul espace de liberté, même encore aujourd'hui, par rapport aux contraintes du monde réel. Si on me prive de ces moments-là, ma santé mentale se dégrade.
Pendant 10 ans, j'arrive même pas à me projeter. C'est une séquelle aussi du harcèlement. On a tellement peu de confiance en soi qu'on a du mal à se projeter. Ce genre d'expérience nous conditionne tellement qu'elle forge une partie de notre identité malgré nous, du coup. Je pense que sans le harcèlement, oui, clairement, je serais une personne différente. En fait, je peux retourner dans n'importe quel établissement scolaire. Hein. Mais l'établissement scolaire qui, pour moi, est le plus sensible, c'est le collège où j'ai moi-même été. Je suis souvent passée devant en voiture, mais je n'y ai jamais mis les pieds. J'ai jamais pensé à le faire, finalement. Le jour où j'arrive à mettre au milieu de la cour de ce collège-là, avec tous les gamins autour qui courent, qui se chahutent, etc., et que ça ne me fait rien, c'est que la chose a passé. Je me dis qu'on doit être beaucoup à avoir encore du chemin à faire. Qu'il faut pouvoir regarder la personne qu'on a été à ce moment-là, regarder l'adolescent qu'on a été à ce moment-là avec bienveillance en se disant « Je sais que ça t'est arrivé, mais maintenant, tu n'en es plus là. » Et apprends à dépasser ça parce que tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé.